Mon nom est Annie, et voici comment commence mon histoire. Ma sœur gâtée a toujours été la star, école privée, voyage de luxe, et une nouvelle voiture à 18 ans. Lors du dîner d'anniversaire de notre grand-mère, elle a découvert que j'avais discrètement acheté un Pantouse à New York, et elle a perdu la tête. Elle a hurlé. Mon père a laissé tomber sa fourchette, et ma tante a dit quelque chose qui l'a laissé de glace. En grandissant, j'ai appris à me faire toute petite. Pas physiquement, mais de toutes les autres manières qui comptaient. Ma sœur, Nathalie, avait une présence qui remplissait des pièces entières, et nos parents semblaient satisfaits de la laisser occuper chaque centimètre carré d'espace disponible dans notre famille. J'étais l'aîné de 3 ans, mais on ne l'aurait jamais deviné à voir comment les choses fonctionnaient chez nous. Nathalie fréquentait la Westminster Academy, une école privée où les frais de scolarité coûtaient plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Pendant ce temps, moi, je marchais jusqu'au lycée public à 6 pâtés de maison de chez nous, dans la banlieue du New Jersey. Elle passait ses vacances de printemps aux Bahamas, et ses étés en Europe. Je passais ces mêmes mois à travailler à la bibliothèque locale, à ranger des livres et à aider les usagers à trouver ce dont ils avaient besoin. Quand elle a eu 18 ans, notre père lui a offert une BMW décapotable flambant neuve, enveloppée dans un énorme ruban rouge. Pour mon 18e anniversaire, j'ai reçu un gâteau et une carte avec 50 € à l'intérieur. Cette disparité n'a jamais été expliquée. Papa travaillait comme associé principal dans une société immobilière commerciale, et maman avait hérité d'une importante fiducie de sa famille. L'argent n'était pas le problème. Le problème, pour autant que je puisse en juger, était simplement que Nathalie était l'enfant chéri, et que moi, je ne l'étais pas. J'ai arrêté de demander pourquoi il y a longtemps. Demander pourquoi ne menait qu'à de vagues explications sur le fait que Nathalie avait besoin de certaines opportunités ou qu'elle avait des talents particuliers qui nécessitaient d'être cultivés. Maman me touchait l'épaule et disait quelque chose sur le fait que j'étais si indépendante et que je n'avais jamais eu besoin de beaucoup d'aide, comme si mon autonomie était une bénédiction, plutôt qu'une nécessité qu'il m'avait imposée. Le schéma s'est établi très tôt. Quand j'avais 12 ans et Nathalie 9, je voulais prendre des cours de piano. Plusieurs de mes amis apprenaient, et j'étais attiré par l'idée de créer de la musique. Maman a dit qu'on verrait, ce qui, je l'avais déjà appris, signifiait non. 3 mois plus tard, Nathalie a mentionné qu'elle aimerait peut-être essayer le piano, et la semaine suivante, un piano à queue crapaud est apparu dans notre salon. Un professeur particulier venait à la maison 2 fois par semaine. Nathalie s'y est tenue pendant exactement 4 mois, avant de déclarer que c'était ennuyeux et de passer à l'équitation. Le piano a ensuite pris la poussière. J'ai appris à jouer toute seule avec des vidéos YouTube, en ne pratiquant que lorsque personne d'autre n'était à la maison, car je ne voulais pas attirer l'attention sur ce que je faisais. Il y avait quelque chose d'humiliant à vouloir quelque chose que mes parents avaient acheté pour Nathalie, mais qu'ils ne voulaient pas me fournir. Alors j'ai appris en secret, mes doigts trouvant les touches dans la maison vide, créant des mélodies que personne d'autre n'entendait. Le lycée a apporté plus de la même chose. Nathalie fréquentait la Westminster Academy, où les filles portaient des uniformes avec l'écusson de l'école et des sacs en cuir coûteux. Le campus ressemblait à un décor de film, que des bâtiments en briques et des pelouses impeccables. Pendant ce temps, je naviguais dans les couloirs bondés du lycée public Jefferson, où les casiers se coinçaient et où la cafétéria sentait le nettoyant industriel et la vieille nourriture. Je me disais que ce n'était pas grave. Jefferson avait de bons professeurs, et j'apprenais tout autant que Nathalie dans son école privée chic. Mais il y avait des moments où l'inégalité me piquait d'une manière que je ne pouvais ignorer. Les réunions parents-professeurs en étaient un parfait exemple. Maman et papa bloquaient des soirées entières pour assister aux réunions de Nathalie à Westminster, l'emmenant souvent dîner après. Mes réunions, elles, étaient calées pendant les pauses déjeuner, des sessions rapides de 15 minutes où mes parents posaient le strict minimum de questions avant de retourner précipitamment au travail. Ma conseillère d'orientation, Madame Patterson, l'a remarqué. C'était une femme vive d'une 50aine d'années qui semblait voir plus que ce que la plupart des gens prenaient la peine de chercher. Pendant ma première, elle m'a convoqué dans son bureau pour discuter des candidatures à l'université. « Vous avez d'excellentes notes », a-t-elle dit en examinant mon relevé. « Dans les 5% meilleurs de votre classe, de bons résultats au test, de solides activités extrascolaires. Vous allez avoir le choix. Je regarde surtout les universités d'État, lui ai-je dit. Rutgers a une bonne réputation, et les frais de scolarité pour les résidents de l'État sont raisonnables. Madame Patterson m'a étudié par-dessus ses lunettes de lecture. Vous pourriez viser plus haut que ça.
Avec votre dossier scolaire, vous pourriez postuler dans les universités de l'Ivy League. Certaines d'entre elles ont d'excellents programmes d'aide financière. Mes parents ne rempliront pas les formulaires d'aide financière, ai-je dit sans détour. Ils gagnent trop d'argent pour que je puisse bénéficier d'une aide basée sur les besoins, mais ils ont clairement fait savoir qu'ils ne contribueraient pas à mon éducation. Son expression est passée de la curiosité à l'inquiétude. Ils vous l'ont dit directement? Pas en autant de mots. Mais ma sœur va dans une école privée, prend des vacances de luxe, et mes parents parlent ouvertement de payer l'intégralité de ses frais de scolarité dans n'importe quelle université qu'elle choisira. Quand j'aborde le sujet de l'université pour moi, la conversation change. Ils parlent de la valeur des universités d'État et de la responsabilité financière. Le message est assez clair. Madame Patterson a tapoté son stylo contre son bureau. Et les bourses au mérite? C'est le plan, ai-je confirmé. Je postule dans des écoles où mes résultats me placent dans le peloton de tête des candidats. J'espère que cela se traduira par une bourse. Vous devriez pas avoir à faire ça toute seule, a-t-elle dit doucement. Mais c'est le cas, ai-je répondu. Alors, je le ferai. Elle m'a aidé à rechercher des programmes de bourse et à élaborer des stratégies pour mes candidatures. Grâce à ses conseils, j'ai postulé dans 12 écoles offrant de solides programmes d'aide au mérite. Lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées au printemps, j'avais l'embarras du choix. Rutgers m'a offert une bourse complète, couvrant les frais de scolarité, le logement et la nourriture. J'ai accepté immédiatement. Mes parents nous ont emmenés, Nathalie et moi, dîner pour célébrer nos admissions à l'université. Nathalie allait à Sarah Lawrence, où le coût annuel dépassait 70 000 €. Ma bourse complète à Rutgers a été mentionnée brièvement, presque comme une pensée après coup. Papa a dit quelque chose sur le fait d'être content que j'ai trouvé une option abordable, manquant complètement l'ironie de sa déclaration. Alors, j'ai appris à subvenir à mes propres besoins. J'ai travaillé tout au long du lycée, j'ai économisé chaque centime que je pouvais, et j'ai obtenu une bourse d'études complète pour Rutgers. Nathalie est allée à l'université de Sarah Lawrence, plein tarif. Naturellement. Pendant qu'elle étudiait la poésie et passait des semestres à l'étranger, j'ai fait une double spécialisation en finance et en informatique, obtenant mon diplôme avec la plus grande distinction. J'ai pris un poste dans une start-up de la FinTech à Manhattan dès la sortie de l'université, vivant dans un studio exigu à Queens et prenant le métro pour aller travailler chaque jour. Nathalie est retournée vivre chez nos parents après son diplôme. Elle parlait de devenir directrice de la création, ou peut-être de lancer un blog sur le style de vie. Nos parents soutenaient ces explorations, tant sur le plan émotionnel que financier. Le contraste entre nos vies post-universitaires n'aurait pas pu être plus frappant. Pendant que Nathalie dormait dans sa chambre d'enfant et passait ses journées à prendre des photos esthétiques pour Instagram, moi, je prenais le métro à 6 h du matin pour éviter l'heure de pointe. Mon studio à Queens avait à peu près la taille du dressing de Nathalie à la maison. La fenêtre de la salle de bain donnait sur un mur de briques, et mes voisins se disputaient assez fort pour que j'apprenne à dormir avec des bouchons d'oreilles. Mais je construisais quelque chose. La start-up FinTech, TechVest Solutions, était petite mais ambitieuse. L'équipe fondatrice était composée de 3 diplômés du MIT qui avaient identifié des inefficacités dans les systèmes de trading utilisés par les grandes institutions financières. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait à la fois l'aspect technique et les applications commerciales. Ma double spécialisation faisait de moi la candidate idéale. J'ai commencé comme analyste junior, mais dans l'environnement d'une start-up, tout le monde portait plusieurs casquettes. En 6 mois, j'aidais à développer des algorithmes, j'assistais à des présentations clients, et je travaillais directement avec notre équipe d'ingénieurs pour affiner le logiciel. Les heures étaient brutales, la pression constante, mais j'apprenais à un rythme accéléré. Ma première année chez TechVest, je suis rentré à la maison pour Noël. Nathalie avait récemment commencé à sortir avec quelqu'un qu'elle avait rencontré lors d'un vernissage, un héritier qui travaillait à temps partiel dans la société immobilière de son père. Elle a passé le dîner à décrire leur récent voyage à Aspen, montrant des photos d'elle en tenue de ski de créateur sur les pistes. « Et toi ?» a demandé maman en se tournant vers moi avec un intérêt poli. « Comment va le travail, Annie ?»« Très bien, ai-je dit. » Nous venions de signer 2 nouveaux clients, et je dirigeais le processus d'intégration pour l'un d'eux. « C'est bien, ma chérie », a répondu maman, mais son attention s'était déjà reportée sur Nathalie, qui montrait quelque chose à papa sur son téléphone. Tante Caroline, qui nous avait rejoints pour les fêtes, s'est penchée et a parlé doucement.
Raconte-moi en plus sur ce sur quoi tu travailles, Annie. Ça a l'air complexe. J'ai expliqué les bases du trading algorithmique, comment nous aidions les institutions à exécuter les transactions plus efficacement et à réduire les risques grâce à une meilleure analyse des données. Caroline a écouté attentivement, posant des questions intelligentes et semblant véritablement intéressée par mes réponses. Tu fais un travail important, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Sa validation a signifié plus qu'elle ne l'imaginait probablement. Dans une famille où mes accomplissements étaient constamment éclipsés, avoir quelqu'un qui reconnaissait mes efforts, c'était comme une pluie après une longue sécheresse. La culture de la start-up était intense mais enrichissante. Notre PDG, Nathan Cross, était exigeant mais juste. Il nous poussait tous à donner le meilleur de nous-mêmes, mais il reconnaissait aussi le talent et récompensait le succès. Après 18 mois, il m'a promu analyste senior et m'a donné une petite participation au capital de l'entreprise. Tu es l'une des meilleures recrues que nous ayons faites, m'a dit Nathan lors de mon évaluation. Tu travailles plus dur que n'importe qui d'autre ici, et tes idées ont été cruciales pour notre croissance. Cette participation n'est qu'un début. Je ne comprenais pas entièrement ce que cette participation pouvait signifier à l'époque. Les actions d'une start-up semblaient théoriques, un gain futur potentiel qui pourrait ne jamais se matérialiser. J'ai donc continué à vivre frugalement, en épargnant la majeure partie de mon salaire et en investissant ce que je pouvais dans des fonds indiciels. Pendant ce temps, la relation de Nathalie avec son petit ami héritier s'est étiolée. Elle a tenté de travailler pour une agence de relations publiques dans la mode, mais a démissionné au bout de 3 mois car les horaires étaient trop longs. Puis, elle a essayé de lancer un blog de style de vie sur le luxe durable, que nos parents ont financé avec enthousiasme. Le blog a attiré peut-être 50 abonnés, la plupart étant des amis de la famille obligés de montrer leur soutien. Après 6 mois, elle a également abandonné ce projet. Chaque fois que je rentrais à la maison, j'observais mes parents s'inquiéter de l'incapacité de Nathalie à trouver sa voie, sans jamais reconnaître que leur soutien financier constant pouvait contribuer à son manque de motivation. Pourquoi se donnerait-elle du mal, alors que le confort et la sécurité lui étaient garantis, quels que soient ses choix? Après 3 ans chez TechVest, Nathan a convoqué une réunion générale. L'entreprise avait attiré l'attention de plusieurs grandes sociétés d'investissement. Après des mois de négociations, ils avaient décidé d'introduire l'entreprise en bourse. L'introduction était prévue pour le printemps suivant. Mon cœur s'est emballé lorsque Nathan a expliqué ce que cela signifiait pour les employés détenant des parts. Nos actions, autrefois théoriques, deviendraient des actifs réels et négociables. La valorisation projetée plaçait ma participation entre 800 000 et 1,2 million d'euros, en fonction de la réaction du marché. Je me suis assise dans cette salle de réunion, entourée de collègues qui célébraient déjà, et j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était de l'argent réel, de l'argent qui change la vie, le genre d'argent qui peut acheter la liberté, la sécurité et le choix. Je n'en ai toujours parlé à personne dans ma famille, pas même à tante Caroline. L'introduction en bourse était dans des mois, et tout pouvait arriver. Les marchés pouvaient s'effondrer, les valorisations chuter, tout pouvait tomber à l'eau. Mais plus que ça, j'avais appris à ne pas partager mes espoirs avec des gens qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour mes rêves. L'introduction en bourse a eu lieu un mardi d'avril. J'ai pris un jour de congé et j'ai regardé la cloche d'ouverture depuis mon appartement, mon ordinateur portable sur les genoux. Le symbole boursier de TechVest est apparu sur le téléscripteur. Le cours a grimpé régulièrement tout au long de la matinée, dépassant même les projections optimistes de Nathan. À la cloche de clôture, ma participation valait un peu plus de 1,1 million d'euros. Après impôts, je toucherais environ 700 000 euros. Combiné à mes économies et investissements des 4 dernières années, je me retrouvais avec près de 850 000 euros d'actifs liquides. J'avais 26 ans et, selon toute définition raisonnable, j'étais riche. La première chose que j'ai faite a été d'appeler ma conseillère financière, une femme nommée Patricia Wells, avec qui j'avais commencé à travailler 6 mois plus tôt. Patricia avait la cinquantaine, était brillante avec les chiffres et d'une franchise rafraîchissante sur l'argent. « Félicitations », dit-elle chaleureusement. « Comment vous sentez-vous, Annie ?» Débordée, ai-je admis, et incertaine sur la marche à suivre. La première règle en cas de richesse soudaine, m'a dit Patricia, est de ne rien faire immédiatement. Laissez la poussière retomber. Laissez la réalité s'installer. Ne prenez aucune décision majeure pendant au moins 3 mois. J'ai suivi son conseil. J'ai continué à vivre dans mon minuscule studio, à prendre le métro,
et à manger les mêmes repas que j'avais toujours mangés. Extérieurement, rien n'a changé. Intérieurement, tout avait basculé. Je ne m'inquiétais plus des dépenses imprévues, ou de savoir si je pouvais me permettre de remplacer mon vieil ordinateur portable. L'anxiété constante et de bas niveau concernant l'argent, qui avait bourdonné en arrière-plan de ma vie pendant des années, s'est tout simplement évaporée. Après 3 mois, j'ai revu Patricia. Je suis prête à commencer à planifier, lui ai-je dit. Nous avons discuté de stratégies d'investissement, d'optimisation fiscale, et de comptes de retraite. Patricia m'a aidé à élaborer un plan financier complet qui permettrait à ma richesse de croître, tout en assurant ma sécurité future. Elle m'a également suggéré de réfléchir à ce que je voulais de la vie, au-delà de la simple stabilité financière. Vous avez été en mode survie pendant des années, a-t-elle observé. Vous avez travaillé dur, économisé assidûment, et vous vous êtes privé de choses qui auraient rendu la vie plus confortable. Vous pouvez faire des choix différents maintenant. Cette conversation a planté une graine. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce qui rendrait ma vie meilleure, plus riche, plus épanouissante? La réponse m'est venue un samedi après-midi, alors que je me promenais dans Tribeca. J'étais venu à Manhattan pour un brunch avec Jasmine, et j'ai fait un détour par un quartier que j'avais toujours admiré. Les rues étaient bordées d'arbres et magnifiques, les bâtiments élégants et bien entretenus. Des boutiques et des cafés occupaient les rez-de-chaussée, et je pouvais apercevoir des lofts superbes à travers de grandes fenêtres. Je suis passé devant une agence immobilière dont les annonces étaient affichées en vitrine. L'une d'elles a immédiatement attiré mon attention, un appartement en attique, 2 chambres, une terrasse panoramique, des baies vitrées, et une vue sur la rivière Hudson. Le prix était de 1,8 million d'euros. 6 mois plus tôt, j'aurais ri de l'absurdité de seulement regarder une telle annonce. Mais là, debout par cet après-midi ensoleillé, j'ai réalisé que je pouvais me le permettre. Pas confortablement, cela prendrait la plupart de mes actifs liquides, plus une petite hypothèque, mais c'était à ma portée. J'ai poussé la porte de l'agence immobilière avant de pouvoir me raisonner. Le processus de clôture a duré des mois. Inspection de la maison, vérification financière, négociation sur des réparations mineures. Le vendeur était un banquier d'affaires qui déménageait à Londres, et il était méticuleux sur chaque détail. J'ai engagé un avocat spécialisé en immobilier, j'ai contracté une petite hypothèque pour la partie que je ne pouvais pas couvrir avec des liquidités, et j'ai navigué dans le monde complexe des transactions immobilières de New York. Pendant tout ce temps, j'ai gardé le silence avec ma famille. Nathalie avait récemment annoncé qu'elle envisageait de faire un master en administration des arts, un programme qui coûterait 69 000 € et offrirait des perspectives de carrière douteuses. Mes parents discutaient de le financer entièrement ou de lui demander de contracter des prêts. La conversation a dominé plusieurs dîners de famille auxquels j'ai assisté. Personne ne m'a demandé ce qui se passait dans ma vie. Personne ne s'est demandé pourquoi j'avais l'air distraite, ou pourquoi je prenais de fréquents appels avec mon avocat. J'étais devenu si habitué à être ignoré que leur manque de curiosité ne me surprenait plus. La clôture a finalement eu lieu un vendredi de septembre. Je me suis assise dans une salle de conférence avec mon avocat, l'avocat du vendeur, et le représentant de la société de titres, et j'ai signé plus de documents que je n'aurais cru possible. Lorsque la dernière signature a été apposée, l'avocat du vendeur m'a tendu un jeu de clés. « Félicitations », dit-elle avec un sourire. Vous êtes maintenant propriétaire d'un magnifique bien immobilier à New York. J'ai tenu ces clés dans ma paume, sentant leur poids. Elles représentaient bien plus que l'accès à un appartement. Elles symbolisaient des années de travail, d'innombrables sacrifices, et une détermination à construire une vie selon mes propres termes, malgré l'absence de soutien des personnes qui auraient dû me soutenir le plus. L'achat avait nécessité une planification financière minutieuse. J'ai versé un acompte substantiel de mes liquidités et contracté une hypothèque modeste pour le solde. Patricia m'avait aidé à structurer le tout de manière sensée, en conservant suffisamment de réserves de liquidités pour l'ameublement et les urgences, tout en atteignant mon objectif de posséder ce Penthouse. Le jour du déménagement fut chaotique. J'avais engagé des déménageurs pour s'occuper de mes affaires de l'appartement de Queens. Bien que je ne possède pas grand-chose de valeur à déménager, la plupart de mes meubles étaient bon marché et usés, j'ai décidé de repartir à zéro, en achetant de nouvelles pièces qui s'intégraient vraiment à l'espace et reflétaient mes goûts plutôt que les limites de mon budget. Jasmine est venue le lendemain de mon emménagement, avec du champagne et des plats à emporter d'un restaurant japonais cher. Nous nous sommes assises sur la terrasse au coucher du soleil, regardant la lumière changer sur la rivière. C'est incroyable, dit-elle en désignant la vue.
Tu as fait ça toute seule, Annie. C'est extraordinaire. Ça me paraît irréel, ai-je admis, comme si j'allais me réveiller et découvrir que tout n'était qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, m'a assuré Jasmine. C'est ce qui arrive quand le talent rencontre l'opportunité, et que tu es assez intelligente pour en profiter. Tu l'as mérité. Nous avons trinqué à de nouveaux départs, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Cet espace était le mien. Personne ne me l'avait donné. Personne ne pouvait me le prendre. Et l'opinion de personne à ce sujet n'avait d'importance, sauf la mienne. Les semaines qui ont suivi l'emménagement ont été chargées. J'ai meublé l'appartement lentement, choisissant chaque pièce avec soin. Je voulais que l'espace soit sophistiqué mais confortable, un reflet de ce que j'étais devenu plutôt que de là où je venais, un canapé d'angle gris pour le salon, une table à manger pouvant accueillir 8 personnes, des œuvres d'art de galeries locales qui me parlaient, et des plantes qui apportaient de la vie aux pièces ensoleillées. Le travail continuait de bien se passer. Après l'introduction en bourse, TechVest s'était rapidement développé, et j'avais été promue directrice des solutions clients. Le poste impliquait plus de responsabilités et une augmentation substantielle. Je voyageais davantage, je rencontrais des dirigeants de grandes institutions financières, et je me forgeais une réputation de personne capable de résoudre des problèmes complexes. Ma vie personnelle restait calme. Je sortais occasionnellement, mais rien de sérieux ne s'est jamais développé. La plupart des hommes étaient soit intimidés par ma réussite professionnelle, soit pleins de ressentiment face à mon indépendance financière. J'ai décidé que je préférais être seul plutôt que de compromettre ce que j'étais devenu pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Tante Caroline était le seul membre de la famille avec qui je restais en contact étroit. Nous déjeunions ensemble toutes les quelques semaines, généralement dans un restaurant près de son bureau à Midtown. Elle travaillait comme agent littéraire et avait bâti une carrière réussie en représentant des auteurs. Lors d'un de nos déjeuners, elle m'a demandé si j'avais déjà parlé de mon nouvel appartement à mes parents. Non, ai-je dit simplement. Pourquoi pas, a demandé Caroline, bien que son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. Parce qu'ils ne demandent jamais, ai-je répondu. Ils appellent de temps en temps pour me parler des derniers projets de Nathalie, ou pour discuter d'un événement familial, mais ils ne s'enquièrent jamais de ma vie de manière significative. Pourquoi devrais-je donner des informations qui, de toute évidence, ne les intéressent pas? Caroline a soupiré. Tu sais, ils se soucient de toi. Ils sont juste très mauvais pour le montrer. Se soucier de quelqu'un, c'est s'intéresser à sa vie, ai-je rétorqué. C'est poser des questions et écouter les réponses. C'est célébrer les succès et offrir son soutien dans les moments difficiles. Mes parents n'ont rien fait de tout cela pour moi. Ils ont créé une dynamique où Nathalie est la star, et moi, je suis le personnage secondaire qui est censé être reconnaissant pour la moindre miette d'attention. Tu n'as pas tort, a concédé Caroline. J'ai vu ça pendant des années, et je le leur ai fait remarquer plus d'une fois, mais ils ne semblent pas comprendre ce qu'ils font. Alors peut-être qu'il est temps qu'ils le découvrent, ai-je dit. Cette conversation a eu lieu 3 semaines avant le dîner d'anniversaire de grand-mère Ruth. Grand-mère Ruth a eu 85 ans en octobre, un peu plus d'un an après mon emménagement dans le Penthouse. Maman a organisé un dîner dans son restaurant préféré, un endroit italien chic à Montclair, où les serveurs la connaissaient par son nom. Toute la famille était censée être présente. Je suis arrivé de la ville ce samedi après-midi, vêtu d'une simple robe noire et arrivant pile à l'heure. Nathalie était déjà là, bien sûr, trônant à table dans une tenue de créateur que j'avais reconnue dans un magazine de mode récent. Elle parlait d'un voyage à Napa Valley dont elle venait de rentrer, décrivant des dégustations de vin dans des restaurants étoilés au Michelin avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'a jamais eu à regarder une étiquette de prix. Maman et papa buvaient ses paroles. Grand-mère Ruth souriait avec indulgence depuis sa place en bout de table. Je me suis glissé dans la chaise vide en face de ma tante Caroline, la sœur cadette de maman. Caroline avait toujours été différente du reste de la famille, plus observatrice, moins impressionnée par les choses superficielles. Elle m'a accueilli avec un sourire sincère et m'a demandé comment j'allais. Occupé par le travail, ai-je dit. Mais ça va, vraiment bien, en fait. Toujours dans cette entreprise de technologie, a-t-elle demandé. La même. C'est une super expérience. Nathalie a jeté un coup d'œil, reconnaissant enfin ma présence. Ça doit être si stressant, de travailler toutes ces heures. Tu n'es pas fatiguée de la routine, Annie? J'ai souri platement. J'aime ce que je fais. C'est bien, a interrompu maman.
bien que nous nous inquiétions pour toi, à travailler si dur. Tu vas finir par t'épuiser. Je prends soin de moi, les jeux assurés. Papa a fait signe au serveur d'apporter du vin. La conversation a dérivé sur d'autres sujets, le jardin de grand-mère Ruth, le mariage prochain d'un cousin, des histoires au country club. J'ai participé quand on me parlait, mais j'ai surtout observé, comme toujours. Le dîner est arrivé. Nous avons mangé des pâtes et partagé des plats de poulet piccata et de veau marsala. Grand-mère Ruth a raconté des histoires de son enfance à Brooklyn, et tout le monde a ri aux moments appropriés. C'était assez agréable, le genre de réunion de famille à laquelle j'avais assisté des dizaines de fois. Puis, alors que le dessert était servi, tante Caroline s'est tournée vers moi, les yeux curieux. « J'ai croisé Margaret Foster la semaine dernière », a-t-elle dit. Elle a mentionné qu'elle t'avait vu sortir de ce magnifique immeuble à Tribeca, celui avec le portier et la façade en verre. Je ne savais pas que tu avais déménagé dans ce quartier. La table est devenue silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Oh, ai-je dit nonchalamment en posant ma fourchette. Oui, j'ai déménagé il y a environ 1 an. Tu as déménagé, les sourcils de maman se sont haussés. Tu ne nous as pas dit que tu déménageais. Ça ne me semblait pas si important, ai-je répondu. Je voulais juste changer d'air. Nathalie s'est penchée en avant, l'expression vive et intéressée. Tribeca? Ce quartier est incroyablement cher. Quel genre d'endroit as-tu pris, Annie? J'ai bu une gorgée d'eau, réfléchissant à ce que je devais partager. Un Penthouse. 2 chambres, de belles vues. Le silence qui a suivi a été profond. La fourchette de papa a heurté son assiette avec un bruit sec. La bouche de maman s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée. Nathalie me fixait comme si je m'étais soudainement mise à parler une langue étrangère. Un Penthouse, la voix de Nathalie a grimpé d'une octave. À Tribeca? Sais-tu combien ça coûte? Je suis consciente du prix, ai-je dit doucement. C'est pourquoi j'ai passé plusieurs mois à chercher avant de faire une offre. Comment? Maman semblait avoir du mal à articuler. Comment as-tu pu te permettre une chose pareille? Je travaille depuis près de 8 ans, ai-je souligné. Et mon entreprise est entrée en bourse il y a quelque temps. Mes options d'achat d'actions se sont très bien comportées. Papa a retrouvé sa voix. Des options d'achat d'actions? À quel point se sont-elles bien comportées? Assez bien pour faire un acompte substantiel, ai-je dit. J'ai une hypothèque, mais elle est très gérable avec mon revenu actuel. Le visage de Nathalie était devenu rouge. C'est insensé. Tu as acheté un Penthouse sans le dire à personne, sans même mentionner que tu avais ce genre d'argent. Annie, sérieusement. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Nous sommes ta famille, Nathalie s'est levée brusquement, sa voix s'élevant assez fort pour que d'autres convives se retournent. Sa chaise a raclé le sol. On ne cache pas une chose pareille. Je ne cachais rien, ai-je corrigé. Je ne l'ai simplement pas annoncé. Il y a une différence. Nathalie a attrapé son sac à main sur le dossier de sa chaise, ses mains tremblaient. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux, bien que je ne puisse dire si c'était de colère ou de peine. C'est incroyable, dit-elle, la voix légèrement brisée. Simplement incroyable. Elle s'est retournée et s'est dirigée rapidement vers l'entrée du restaurant, sans se soucier de passer aux toilettes ou de faire semblant de garder son calme. En quelques instants, elle avait disparu par la porte d'entrée. Maman s'est à moitié levée de son siège, clairement tiraillée entre suivre Nathalie et rester à table. Grand-mère Ruth a observé l'échange avec intérêt, un léger sourire aux lèvres. Tante Caroline avait l'air absolument ravie, bien qu'elle essaie de le cacher derrière son verre de vin. Maman s'est penchée vers moi par-dessus la table. Ma chérie, on aurait juste aimé que tu nous le dises. On aurait pu t'aider, te donner des conseils. J'avais des conseillers, ai-je interrompu doucement. Des planificateurs financiers, des avocats en immobilier, toute une équipe. J'ai été prudente dans ma décision. Mais nous sommes tes parents, a dit papa, et il avait l'air vraiment blessé. Nous aurions dû faire partie de ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quand avez-vous déjà fait partie de mes décisions financières? Vous ne m'avez pas aidé à payer l'université. Vous n'avez pas contribué à mes frais de subsistance quand j'ai déménagé en ville. Vous n'avez jamais demandé si j'avais besoin de quelque chose, ou comment je me débrouillais. J'ai appris à gérer l'argent toute seule, parce que je le devais.
La vérité flottait dans l'air, indéniable et inconfortable. Maman s'est rassise lentement, l'air secoué. Je suppose que nous t'avons laissé te débrouiller seule, a-t-elle admis doucement. Tante Caroline a choisi ce moment pour prendre la parole, sa voix tranchant la tension comme un couteau dans du beurre. Vous savez ce que je trouve intéressant? A-t-elle dit en regardant la chaise vide où Nathalie avait été assise. Votre sœur a acheté un pantouse dans l'un des quartiers les plus chers de Manhattan, entièrement par ses propres moyens, et au lieu d'être fier ou heureux pour elle, la réaction immédiate a été la colère et l'interrogatoire. Elle a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Pourquoi ça? La question est restée en suspens. Maman et papa ont échangé des regards, mais n'ont rien dit. Caroline a continué, son regard balayant maintenant maman et papa. Pendant des années, j'ai vu cette famille déverser des ressources sur une fille, pendant que l'autre se débrouillait seule. Je vous ai vu célébrer les accomplissements médiocres de Nathalie, tout en reconnaissant à peine les véritables réussites d'Annie. Et maintenant, alors qu'elle a réussi au-delà de toute attente raisonnable, vous agissez tous comme si elle avait fait quelque chose de mal en ne vous tenant pas informé. Maman avait l'air accablée. Caroline, ce n'est pas juste. Ah non, a défié Caroline. Quand avez-vous demandé pour la dernière fois des nouvelles du travail d'Annie, de sa vie? Quand lui avez-vous offert de l'aide ou du soutien pour la dernière fois, sans qu'on vous le demande? Cet enfant a payé ses études, a bâti une carrière, et a acheté un bien immobilier à Manhattan, tout ça sans un centime de votre part. Cela devrait être célébré, pas interrogé. Le silence qui a suivi a été assourdissant. D'autres convives avaient certainement remarqué l'agitation maintenant, mais j'ai constaté que cela m'était égal. Quelque chose en moi se sentait plus léger que depuis des années. Grand-mère Ruth s'est raclé la gorge. Tout le monde s'est tourné pour la regarder, la matriarche de la famille, attendant son verdict sur la situation. Je suis fière de toi, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Je suis fière que tu aies appris à te débrouiller seule. Je suis fière que tu n'aies pas attendu les aumônes ou joué la victime. Tu as vu ce que tu voulais, et tu as travaillé jusqu'à l'obtenir. Cela demande du caractère. Elle s'est tournée pour regarder la chaise vide où Nathalie avait été assise, et son expression s'est légèrement durcie. Votre autre fille a tout reçu et n'a rien apprécié. Le succès d'Annie n'est pas une attaque contre elle. C'est simplement la preuve que le travail acharné paie. Elle m'a regardé de nouveau, les yeux chaleureux. J'ai toujours su que tu étais spécial. Je suis juste contente que tout le monde le voie enfin, aussi. Papa a regardé entre moi et grand-mère Ruth, clairement incertain de la marche à suivre. Je ne pense pas que nous voulions que les choses soient si inégales, a-t-il finalement dit. Nous pensions juste que Nathalie avait besoin de plus de soutien. Vous pensiez qu'elle avait besoin de plus de soutien, ai-je dit doucement. Alors, vous lui avez donné plus de soutien. C'était votre choix. Mais ne soyez pas surpris que j'ai appris à me soutenir moi-même, et ne soyez pas contrariés que je ne vous ai pas inclus dans le succès qui a résulté de cette autonomie. Il a hoché la tête lentement, l'air pluvieux. D'une certaine manière, tu as raison. Nous avons fait des erreurs. C'est vrai, ai-je convenu. Mais je ne suis plus en colère. J'ai cessé d'être en colère quand j'ai réalisé que votre favoritisme vous faisait plus de mal qu'à moi. Vous avez permis à Nathalie de devenir dépendante et exigeante. Vous lui avez appris que les choses lui seraient toujours données. Mais vous m'avez appris la résilience, même si ce n'était pas votre intention. Maman a regardé vers l'entrée du restaurant où Nathalie avait disparu, puis de nouveau vers moi. Elle est partie. Elle a appelé un VTC et est rentrée à la maison. Elle est très contrariée, a dit maman inutilement. Elle est contrariée parce que sa vision du monde a été remise en question, a dit tante Caroline sans embâche. Elle croit qu'elle était spéciale, favorisée, destinée à de grandes choses. Découvrir que sa sœur l'a tranquillement surpassée l'a forcée à affronter la réalité. Ça semble dur, a protesté faiblement maman. La réalité l'est souvent, a répondu Caroline. Mais c'est nécessaire. Le dîner s'est terminé de manière gênante. Nous avons mangé le gâteau d'anniversaire et chanté pour grand-mère Ruth, mais la joie d'avant s'était évaporée. Quand est venu le moment de partir, maman m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Nous sommes vraiment fiers de toi. » Je suis désolé. Nous ne l'avons pas assez dit. Je l'ai serré en retour, me sentant partagé. Merci. Papa m'a serré la main, de manière formelle et étrange. J'aimerais voir le nouvel endroit un de ces jours, Annie, si tu étais d'accord pour nous le montrer. Peut-être,
ai-je dit sans m'engager. Tante Caroline m'a accompagné à ma voiture. C'était toute une soirée, a-t-elle dit avec un sourire. Je ne voulais pas faire de scène, lui ai-je dit. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ri. Cette scène se préparait depuis 30 ans. Tu as juste allumé la mèche. En plus, parfois, les familles ont besoin d'une bonne explosion pour assainir l'air. Je suis retourné à Manhattan alors que le soleil se couchait sur l'horizon, peignant les bâtiments de nuances d'orange et de rose. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des messages. Maman demandant si nous pouvions parler, papa envoyant un article sur l'investissement immobilier. Grand-mère Ruth envoyant simplement un texto, viens me voir bientôt. Je veux tout savoir sur ta vie. Nathalie ne m'a pas contacté. Je ne m'y attendais pas. Les semaines suivantes ont été étranges. Maman appelait fréquemment, posant des questions sur mon travail qu'elle n'avait jamais pris la peine de poser auparavant. Papa voulait discuter de stratégie d'investissement et de gestion de portefeuille. Ils essayaient, à leur manière maladroite, de combler le fossé qui avait toujours existé entre nous. Nathalie est restée silencieuse. Selon maman, elle était retournée vivre temporairement chez eux et essayait de s'y retrouver. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, mais pas de la satisfaction non plus. Je n'avais jamais voulu faire de mal à ma sœur. J'avais simplement voulu vivre ma propre vie, sans qu'on me fasse sentir inférieur. 3 mois après le dîner, Nathalie a finalement pris contact. Elle a envoyé un texto demandant si nous pouvions nous voir pour un café. J'ai accepté, curieuse de ce qu'elle voulait dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Midtown, un terrain neutre pour nous deux. Elle avait l'air fatiguée, moins soignée que d'habitude. Nous avons commandé des boissons et nous nous sommes assises près de la fenêtre, regardant les gens se presser sur le trottoir. J'ai beaucoup réfléchi, a finalement dit Nathalie, à ma vie, à la façon dont j'ai vécu. J'ai attendu, sans rien dire. J'étais en colère après le dîner, a-t-elle continué. Vraiment en colère. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que tante Caroline avait raison. Je me suis laissé porter. J'ai attendu que les choses m'arrivent, au lieu de les faire arriver. D'accord, ai-je dit prudemment. Je ne vais pas prétendre que nous allons soudainement devenir les meilleurs amis du monde, a-t-elle dit. Je sais que nous n'avons jamais été proches, mais je voulais te dire que je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu as gardé ton succès pour toi, et je suis désolé d'avoir fait une scène. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était sincère. Je pouvais le voir dans ses yeux. Merci, ai-je dit. J'apprécie. Je pense à reprendre mes études, m'a-t-elle dit. Peut-être obtenir un diplôme d'études supérieures dans quelque chose de pratique, comme le marketing ou l'administration des affaires. Vraiment construire une carrière, au lieu de juste en parler. Ça me semble être un bon plan, ai-je dit, et je le pensais. Nous avons parlé pendant une autre heure. La conversation était plus facile que je ne l'avais prévu. Nous n'allions jamais être le genre de sœurs qui se disent tout ou passent tous les week-ends ensemble. Trop d'histoires se dressaient entre nous pour ça. Mais peut-être que nous pourrions trouver un moyen d'être civils, voire amical, à petite dose. Lorsque nous nous sommes séparés au coin de la rue, Nathalie m'a surprise en me serrant brièvement dans ses bras. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, le coup du Pentouse est vraiment impressionnant. Tu devrais être fière, Annie. Je le suis, ai-je dit simplement. Elle s'est éloignée vers le métro, et je suis retourné à mon immeuble de bureau. Ma vie n'avait pas radicalement changé depuis le dîner d'anniversaire de grand-mère Ruth. Je travaillais toujours de longues heures, je gérais toujours mes investissements avec soin, je vivais toujours dans mon magnifique Pentouse avec ses vues imprenables sur la ville. Mais quelque chose avait changé intérieurement. Un poids que je portais depuis des années avait finalement été déposé. Ma famille savait qui j'étais maintenant. Ils savaient ce que j'avais accompli, non pas par chance ou par charité, mais par détermination et décision intelligente. Ils ne pouvaient pas l'ignorer. Ils ne pouvaient pas me remettre dans la case l'autre fille ou l'indépendante qui n'a besoin de rien. Je leur avais prouvé quelque chose, oui, mais plus important encore, je m'étais prouvé quelque chose à moi-même. Je m'étais libéré du rôle qu'ils m'avaient assigné et j'avais créé une vie entièrement de ma propre conception. Et cette vie était plutôt spectaculaire. Le mois suivant, j'ai organisé Thanksgiving dans mon appartement. C'était la première fois que ma famille était réunie chez moi, et voir leur visage en découvrant l'espace m'a procuré une satisfaction tranquille. Maman n'arrêtait pas de toucher les comptoirs en marbre de la cuisine.
Papa est resté sur la terrasse pendant 15 minutes, à simplement contempler la vue. Même Nathalie semblait sincèrement impressionnée, se promenant de pièce en pièce avec une expression d'émerveillement. Grand-mère Ruth s'est installée dans le fauteuil le plus confortable du salon et a déclaré qu'elle ne partirait jamais. Tante Caroline m'a aidé à cuisiner, et nous avons ri dans la cuisine pendant que la dinde rôtissait. Ce n'était pas parfait. La famille ne l'est jamais. Mais c'était honnête d'une manière que nos réunions n'avaient jamais été auparavant. Chacun savait où il en était. Les illusions avaient été balayées, et ce qui restait était plus réel, même si c'était parfois inconfortable. Alors que nous étions assis autour de la table que j'avais moi-même choisie, dans la maison que j'avais moi-même gagnée, mangeant la nourriture que j'avais moi-même préparée, j'ai regardé les visages de ma famille et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pas tout à fait le pardon, cela prendrait plus de temps. Pas tout à fait le sentiment d'appartenance, j'avais appris à m'appartenir d'abord à moi-même. Mais quelque chose qui se rapprochait de la paix. Nathalie a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a offert un petit sourire. J'ai souri en retour. Nous n'allions jamais être ce que l'une ou l'autre avait souhaité chez une sœur, mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous être vrais l'une avec l'autre. Et c'était suffisant.